On a beau essayer de leur expliquer que c'est un parti maintenant laïciste, philomaçon, abortif, sioniste, tout ça. Bon, soit ils s'en fichent complètement, soit ils veulent pas l'entendre. Bonjour à tous, vous écoutez la 60e vidéo rivarolienne, celle de juin 2024, le mois de juin, rappelons à nous, le mois du Sacré-Cœur pour les chrétiens et pour certains les Gay Pride. Ici Florian Rouanet et je suis en présence de deux messieurs pour aujourd'hui, comme au mois de février, monsieur Jérôme Bourbon, bonjour à vous, et monsieur Vincent Renoir, bonjour à vous également. Pour ces élections, ce que je m'aperçois, c'est que c'est vrai que le score du Front National est un score historique, mais c'est 31% des suffrages exprimés en quelque sorte. 15,70 des inscrits. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas nombreux, oui. Avec 50% d'abstention, prenons les chiffres à la louche comme on dit, hein, ça fait 15% des inscrits. Ça veut dire qu'il y a moins d'un électeur sur 7 qui a voté Rassemblement National. Tout cela après 25 ans ou 20 ans de dédiabolisation. Donc on s'aperçoit que la stratégie de dédiabolisation n'a pas fonctionné comme on le pense. Quand on regarde les chiffres sous un certain reflet, on se dit oui c'est magnifique, mais non, encore une fois, après Sarkozy... Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. De monnaie internationale à l'échelle mondiale, arbitre. Je suis d'accord avec Jacques Attali, Après M. Hollande et après l'échec de la Macronie, c'est pas 30% des suffrages exprimés que devrait obtenir le Rassemblement National, c'est plus de 60%. On n'y est pas, on en est très loin. Donc déjà, moi, ces élections confirment que la dédiabolisation n'a pas fonctionné tant que ça. Je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. De M. Macron et de l'oligarchie qui l'entoure consiste dans le démantèlement de nos acquis sociaux parce que la Commission européenne le demande. Dans le démantèlement de l'assurance chômage parce que la Commission européenne le demande. Dans la baisse du SMIC parce que la Commission européenne le demande. Dans l'ubérisation généralisée de la société parce que la Commission européenne le demande. Dans la destruction des acquis sociaux des Français, dans la privatisation rampante de nos services publics parce que la Commission européenne le demande. Dans la destruction de la sécurité sociale publique pour tous parce que la Commission européenne le demande. Et quand je dis la Commission européenne, ce sont évidemment les traités européens qui sont derrière et l'oligarchie financière qui ligote et qui verrouille le tout. La situation est donc malheureusement très grave. Elle est très grave. Je vais vous donner les faits. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Et je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes. Les ouvriers de Whirlpool, c'est des anecdotes? C'est en effet une anecdote dans un contexte plus large si on ne se présente pas dans le contexte plus large. En fait, le message là, il est très clair. Ils en ont rien à foutre des Français. Et le narcissisme, c'est l'opium des journalistes. Je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. Mais M. Macron, c'est l'horreur. Il faut rappeler ici la loi Macron, le démantèlement du droit du travail, l'ubérisation de la société, la vente d'Alstom aux Américains. Il faut rappeler comment M. Macron a attribué la licence SFR à Patrick Drahi. C'est quasiment du trafic d'influence. Comment ensuite M. Drahi a favorisé la candidature de M. Macron. Il faut rappeler comment M. Macron a vendu la gestion de l'aéroport de Toulouse. Il y a des escrocs chinois. Bon, tout ça n'est pas raisonnable. Il est dans les mains de Jacques Attali. On l'a vu d'ailleurs, c'était M. Attali qui jouait les maîtres de cérémonie à la rotonde. En plus de ça, Macron n'a aucun sens politique. Il ne fait que gaffe sur gaffe et gaffe sur gaffe quand on pense que c'est à ce monsieur qu'on va donner les clés de la dissuasion nucléaire et l'article 16, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. En fait, Macron va être totalement le pion de l'oligarchie. Il va appliquer servilement les directives du rapport des grandes orientations de politique économique. Entre-temps, la politique française aura été détruite.
Ce sont les mêmes personnes qui appliquent servilement les directives des traités européens, de la Commission européenne et les contraintes de la Banque centrale européenne. Voilà la réalité de la situation. Et ça va apparaître désormais de façon magistrale devant les Français. Je suis persuadé que la suite des événements va être grave et que la France va s'enfoncer à partir de cet automne dans le désastre. Malheureusement, je suis vraiment inquiet pour notre pays. Monsieur Macron est une marionnette, sans aucune épaisseur, je l'ai dit tout à l'heure. Il est nul. C'est le pantin de l'oligarchie. Ils vont, en matière intérieure, poursuivre la démolition du droit du travail. Je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. Je trouvais avec plaisir qu'Emmanuel Macron a proposé, comme nous, la réforme de l'ISF, a proposé, comme nous, de prendre les migrants au sérieux et de considérer que c'est une chance pour la France, et non pas, comme ça a été dit par d'autres, un malheur. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre les pieds à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Ça donne un sentiment que la cavalerie continue, que la pyramide de Ponzi est encore là et que la croissance virtuelle va continuer maintenant. Je suis candidat à la présidence de la République. La rue va être à feu et à sang. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas dit. Des communistes, des chrétiens, des francs-maçons, des conservateurs, qu'importe et tout, puisqu'ils avaient le même projet. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et maintenant, quelle est la stratégie, en effet, comme disait Jérôme Bourbon, quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron? On peut former l'hypothèse qu'il y en a deux possibles. La première, c'est de se dire, bon, le Rassemblement national va être porté au pouvoir suite aux élections législatives et pendant 3 ans, ça va être le bazar, ça va être le désordre à cause de la gauche et de l'extrême gauche qui ne cesseront de s'opposer par tous les moyens légaux, voire illégaux, et puis ça va donc très gêner le gouvernement. De plus, il se peut qu'il y ait une incompétence chez les gens du Rassemblement national, ça je ne sais pas, mais bon. Donc Emmanuel Macron se dit, s'ils sont élus en 3 ans, ils vont être lessivés, essorés, écrasés. Mais moi je pense aussi qu'Emmanuel Macron joue sur le réflexe républicain qui va se forger. Il faut se rappeler que les élections législatives, c'est une élection à 2 tours. Et ça c'est capital. C'est capital puisqu'on l'a vu en 2002, après l'irruption de Jean-Marie Le Pen au 2e tour de l'élection, il y a eu un mouvement, une vague en France. Alors à l'époque, j'ai consacré un livre pour lequel d'ailleurs Robert Faurisson m'a félicité. Il m'a dit c'est une thèse universitaire, votre livre, que j'avais intitulé « Les raisons de l'échec électoral de Jean-Marie Le Pen et du FN, des solutions pour en sortir ». Parce que, donc il a vu les 15 jours de la haine et donc un front populaire, ce qu'on avait appelé le front républicain, le cordon sanitaire qui s'était formé et qui avait permis d'écraser Jean-Marie Le Pen au 2e tour. Alors aujourd'hui, la situation a un peu changé, c'est que Marine Le Pen avec M. Bardella se sont normalisés au possible, mais on a vu que ça n'a pas tant marché que ça, et je pense que Emmanuel Macron escompte sur un nouveau front républicain qui va se former pour remporter et rester au pouvoir avec une majorité qui a un quart. On ne change pas une équipe qui gagne, enfin il y a la même stratégie finalement. J'ajoute que Jordan Bardella est incontestablement un bon communicant et qu'il donne l'impression d'être le gendre idéal, mais ça n'est pas la même chose que de gouverner un pays comme la France. Et que de surcroît, le Rassemblement national devra faire face à l'hostilité feutrée ou ouverte de la présidence de la République, du Sénat, de l'administration. Voilà, s'il veut passer des projets de loi, il y aura le problème du Conseil d'État en amont, du Conseil constitutionnel en aval. Je rappelle que le Conseil constitutionnel n'hésite pas à retoquer tout ou partie de textes qu'il considère comme contraires à la Constitution. J'imagine mal le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, ne pas utiliser ce pouvoir qui est sans recours. Puis, effectivement, il y a aussi la rue. Et on sait que la gauche, l'extrême gauche, une grande partie de la gauche politique
syndicale, associative, culturelle, sportive, n'acceptera jamais, même si elle est parfaitement légale, une arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Donc elle jouera la rue, donc le blocage d'écoles, d'universités, des manifestations de rue de nature quasiment insurrectionnelle, le monde culturel qui va être vent debout, alors même que les élections n'ont pas encore eu lieu, il y a déjà des manifestations dans les rues, j'ai vu que même des loges maçonniques, là j'ai vu un communiqué là, qui est paru, sont vent debout contre l'extrême droite, le retour de la haine, et vous voyez que quand bien même Marine Le Pen et Jordan Bardella ont un discours de plus en plus lisse, un programme de plus en plus lisse, ils ont voté la constitution du droit à l'avortement, ce qui est une abomination, en Marine Ranier. Oui, il y a des loges maçonniques aussi un peu de leur côté. Tout à fait. Sur les questions sociétales, ils ont tout renié, ils ont renoncé à la politique de remigration, au point que d'ailleurs, ils ont cessé l'alliance avec l'AfD allemande, qui elle était au moins partie favorable à une remigration, ce qui prouve bien que d'ailleurs s'ils arrivent au pouvoir, ils ne feraient rien sur l'immigration. Là j'ai vu que sur la réforme de la retraite, il a déjà dit que c'était pas une priorité, c'est-à-dire qu'ils la feront pas, ils voulaient abroger la réforme de la retraite, bon ils ont déjà renoncé à ça, et à mon avis, ils n'ont pas fini de recommencer, de continuer à mon avis à des renoncements, voilà, dans tous les domaines, sur le volet familial, sur la question de la baisse de la pression fiscale, enfin on pourrait prendre sur la sortie de l'Union Européenne et de l'euro, enfin ils ont tout renié surtout. Il n'y a pas grand-chose qui les différencie. Non, il n'y a pas grand-chose qui les différencie finalement, si c'était une histoire, une étiquette, et le fait qu'ils n'ont jamais été au pouvoir, et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de Français qui en ont assez, qui sont en colère effectivement parce que la vie est de plus en plus difficile, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, la hausse du coût de la vie, des denrées alimentaires, des matières premières, de l'essence, du gaz, de l'électricité, de diesel, de tout, bon, ils n'en peuvent plus surmonter un sentiment de dépossession de leur pays à tout point de vue, donc tout à fait légitime, les radars automatiques, avec les contraventions pharaoniques que ce que ça implique, l'absence de liberté, le LGBTisme partout, tout ça, je pense que ça infuse quand même dans les campagnes et tout ça. Donc c'est pour ça que finalement, en quelque sorte, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est piqué, qui dit aïe, ils utilisent le vote Rassemblement National pour dire on ne veut pas mourir, on ne se reconnaît plus dans ce pays, etc. Donc c'est un sentiment tout à fait compréhensible. À mon avis, ils se leurrent complètement sur le Rassemblement National. Hein. On a beau aussi leur expliquer que c'est un parti maintenant laïciste, philomaçon, abortif, sioniste, tout ça. Bon, soit ils s'en fichent complètement, soit ils ne veulent pas l'entendre. Bon, mais ce qui est intéressant en l'occurrence là, c'est de voir ce qui va se passer. Ça va être très intéressant parce que là on rentre dans une phase où il n'est pas impossible d'ailleurs que Macron, un certain nombre de gens autour de lui, adoptent la stratégie du chaos. Il est possible aussi qu'il y ait une volonté, si vous voulez, actuellement, ça n'est pas impossible, d'augmenter les tensions, d'amener une forme de chaos, de guerre civile, car il est évident qu'une arrivée du Rassemblement National au pouvoir, qui serait relative, hein, puisqu'il n'y aura que Matignon, mais enfin, malgré tout, ils auraient le pouvoir législatif et la conduite du gouvernement, donc des affaires politique intérieure à tout le moins, il est évident que c'est de nature à entraîner une forme de chaos, ne serait-ce que par la réaction de la gauche, la réaction des marchés financiers. On voit que, alors qu'ils sont un peu encore au pouvoir, déjà, les taux d'intérêt, notamment, ont tendance à augmenter. La dette française, je rappelle qu'on est à 3 000 milliards de dettes actuellement, ce qui est considérable. 120% du PIB risque de flamber encore. Les agences de notation préfèrent baisser la note de la France avec toutes les conséquences financières que ça aura. Et c'est sûr que Macron joue aussi là-dessus en essayant de tenir un discours catastrophiste en cas d'arrivée du RN. Et puis bon, il est évident que l'antifascisme, ça a toujours profité aussi à la gauche. Donc le Front populaire, la gauche qui était quand même à un étiage extrêmement bas, qui est très minoritaire actuellement dans la population, par le Front populaire, par l'alliance qu'elle fait, puis c'est assez habile par le Front populaire, parce que pour les gens, même si le Front populaire dans le fait c'était une catastrophe, mais pour les gens, c'est les congés payés, donc ça a une image quand même très positive, donc c'est assez habile de réutiliser cette appellation de nouveau Front populaire, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est assez ouvert, même si sur le papier, le Rassemblement National est bien parti au bon premier tour. Ça, je pense qu'il arrivera largement en tête au premier tour. Mais après, au deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer? Il aura sûrement un grand nombre de députés, mais de là où il aura la majorité absolue, c'est compliqué. Et s'il n'a pas la majorité absolue, que va-t-il se passer? Donc ça va être très intéressant à voir. Mais il est évident que s'il devait gouverner, Macron peut en 3 ans les essorer, les liquider. Il a beaucoup de moyens à ça. Et je suis pas sûr que Bardella, qui apparaîtra peut-être petit garçon face à Macron, qui sera tellement content d'être sous les ordres de la République, et en plus ils sont totalement inexpérimentés, ils peuvent être manipulables à souhait. Et en plus, je pense qu'ils seront tellement heureux qu'ils n'auront pas envie de rentrer en conflit, à mon avis, avec Macron, avec qui que ce soit et tout ça. Donc, ils vont jouer la carte la plus consensuelle possible. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le pays sera paralysé? Est-ce
que probablement que ça n'a pas changé grand-chose. En tout cas, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer, mais personnellement, je n'ai aucune illusion. Voilà, les gens qui pensent que la France va être sauvée, tout ça, etc. Encore une fois, je ne veux pas avoir un discours négatif, parce qu'on va dire toujours qu'on est négatif. Mais... Enfin, je crois que bon, je vois pas comment on peut espérer quoi que ce soit de tout ça. Hein. Je veux dire, bon, et la rue contre vous, c'est quand même compliqué. Hein. Je veux dire que bon, c'est compliqué. Objectivement, le programme du Rassemblement national et ses orientations n'ont rien de fasciste, je dirais même. C'est même à gauche de ce qu'était le RPR il y a 30 ans. Hein. Bon, voilà, dans le programme et tout ça. Et ben malgré tout, par l'étiquette, par l'histoire du Rassemblement national, eh bien, la carte antifasciste fonctionne quand même. Et pourtant, là, c'est plus long de peine, c'est Bradella. Ah bah, moins qu'en 2002, c'est évident. Ça, c'est sûr. Moins qu'en 2002, c'est certain. En même temps, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Donc, ouais. Oui, c'est ça, entre, je dirais, l'ampleur des reniements de Madame Le Pen et de son parti, et la réussite, enfin, ce qu'elle a gagné en termes de dédiabolisation. Elle l'a perdu en fond. Voilà, elle a perdu énormément pour gagner très peu. Je veux dire, c'est comme un peu si dans une montgolfière, vous lâchez 100 kilos de lest et que vous remontez de 2 mètres. Enfin, c'est rien. C'est rien finalement. Et c'est ça, la gravité dans cette affaire, c'est cette élection à 2 tours, l'élection législative. On a vu dans l'histoire des retournements entre les 2 tours. Hein. Ça remonte très loin. Je connais moi bien, par exemple, les législatives de 1883. Eh bien, au premier tour, il y avait eu 200 conservateurs, ce qu'on appelait donc des monarchistes, des catholiques, enfin un groupe de 200 conservateurs élus dès le premier tour, et il n'y avait que 145 progressistes, hein, donc des républicains, ce qu'on appelle des opportunistes d'ailleurs à l'époque. Bon, ça n'avait pas la connotation négative, mais... Eh bien, on a vraiment cru à la fin de ce premier tour que ça y est, que la République allait être battue avec ses propres armes. 200 conservateurs, 145 républicains, mais il y avait encore 225 sièges à pourvoir. Et ils disaient, bon bah c'est bon, allez, encore un petit effort et on aura la majorité absolue. Le deuxième tour a été une bérésina, il n'y a eu qu'une vingtaine de conservateurs élus. Tout le reste, ça a été du camp républicain, enfin du camp anti-conservateur si vous voulez. Et donc ça n'a rien changé. On ne peut pas imaginer, enfin on imagine que une élection à 2 tours, il peut y avoir une réaction. Et moi, je vois bien, si au premier tour, il y a un énorme bloc de députés RN, ou des gens RN en ballotage très favorable, il va y avoir une réaction. Et c'est évident. Et alors, quand on parle justement de la gauche insurrectionnelle, vous remarquerez une chose. Quand ce sont des partis dits de gouvernement, ou des partis politiquement corrects, qui gagnent, ou qui ont eu un résultat honorable, on dit, les Français se sont exprimés. Mais vous remarquez que quand c'est l'extrême droite, on ne dit jamais ça. On dit « Ah, l'extrême droite menace d'être au pouvoir ». Mais pardon, elle menace pas, elle descend pas du ciel. C'est parce qu'il y a des gens qui ont voté pour elle. Mais c'est absolument pas. On dit toujours « L'extrême droite menace, l'extrême droite arrive, l'extrême droite est aux portes du pouvoir ». Mais non, ce sont des gens qui ont voté pour elle. Et ça, c'est une rhétorique qui est très perverse, parce que ça permet après d'aller dans la rue et de dire on va sauver la démocratie. Mais excusez-moi, si par les urnes, l'extrême droite, enfin ce qu'on appelle l'extrême droite, même si c'est vraiment il y a eu beaucoup d'eau dans le vin, hein, mais si l'extrême droite est élue, elle a été élue par des voix, elle n'est pas encore descendue du ciel, c'est pas un tsunami qui est arrivé. Mais non, la gauche dira, on va aller dans la rue pour sauver la République, sauver la démocratie. C'est-à-dire qu'on sauve la démocratie contre la démocratie. Et ça fonctionne toujours. C'est pour ça que on arrive dans une période qui va être très intéressante et je dirais passionnante. Une période, ça fait longtemps même qu'on n'en a pas vécu une comme ça. À mon avis, ça remonte à 2002. Hein. Je pense que j'ai commencé à acheter la presse pour faire comme j'ai fait en 2002, parce que c'est dans ces moments-là que vraiment les gens se démasquent. Je me rappelle, en 2002, là, Valérie Hayer qui nous dit « On ne se trompe jamais quand on consulte le peuple ». Je crois que le 21 avril au soir, et entre le 21 avril et le 5 mai, combien de gens avaient dit, et ça je l'avais noté dans mon livre, avaient dit « Ah non mais le peuple peut se tromper, alors il faudrait des garde-fous à la démocratie, etc. » On va sûrement revoir la même chose. Là, c'est... Oui, moi je rappelle aussi, c'est quand même pour toutes les trahisons. Remarquez, la parade Zemmour, bon, il s'est retrouvé avec sa maîtresse juive, Kenafo, qu'il a fait avorter, d'après ce qu'on m'a dit. Bon, mais je veux dire, lui ça ne le gênait pas quand Nicolas Bay et les autres, ils savaient Marine Le Pen. Bon, faut dire que Nicolas Bay, il a trahi Maigret pour Marine Le Pen, après il a trahi Marine Le Pen pour Zemmour, et maintenant il trahit Zemmour pour Marine Le Pen.
Quant à Guillaume Pelletier, il a été partout. Il a été au Front National, après il a été chez Maigret, il a été chez Villiers, il a été chez les Républicains, il a été chez Zemmour, et maintenant il rejoint le camp de Marine Le Pen et de Bardella, quoi, finalement. Voilà. Mais on savait très bien que c'était un professionnel. Il rejoint les gagnants, quoi. Voilà, un professionnel de la trahison, on le sait bien. Donc Zemmour a l'air de s'étonner de ça, etc. Mais on sait à qui on a affaire. Et quant à Marion Maréchal, Jean-Claude Martinez, qu'il avait eu comme étudiante, il me dit elle est pire que sa tante. Je veux dire, c'est tout. Je veux dire, elle est pire que sa tante. Voilà, il a connu, voilà. Et il m'a dit si Marine Le Pen arrive au pouvoir, ce sera en dessous de zéro, on sera en dessous du niveau de la mer. Bon, voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y aura un degré d'incompétence. On verra, on jugera sur pièce. Je pense qu'il y aura une incompétence qu'on n'imagine pas. Rappelez-vous les 2 débats présidentiels de Marine Le Pen. Alors, on dirait là, c'est Bardella. Enfin, il est tout jeune. Il n'a aucune expérience ni professionnelle, c'est un pratique du parti, ni quoi que ce soit. On ne s'improvise pas Premier ministre. On gouvernait la France. C'est une chose extrêmement difficile, et plus difficile que jamais. On pourrait même pas le recycler. La France, elle est encore gouvernable, d'ailleurs, dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, c'est bien difficile à démontrer. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, j'avoue que bon, ça va être très intéressant à observer. Mais les gens qui espèrent qu'on va avoir un meilleur redressement de la France et tout ça, encore une fois, je ne vais pas me quereller avec eux. Je comprends que l'espoir fasse vivre. Et que dans la situation dans laquelle on est, on peut concevoir qu'on s'accroche à des branches, fussent-elles pourries. Mais enfin, je pense que c'est de l'illusion. Enfin, on le verra à ce moment-là. Mais vous voyez, même le qu'est-ce que vous voulez attendre de la moralité de ces gens-là, quand vous voyez Marion Maréchal qui trahit de cette façon-là? Enfin, ils n'ont aucune moralité, aucune colonne vertébrale, tous ces gens. Ce sont de purs opportunistes, voilà. Ça me rappelle Philippe Henriot qui disait que pour certaines personnes, la vie, quand ils sont quelque part, c'est toujours un entracte entre 2 trahisons. J'avais trouvé la formule assez bonne. Oui. Enfin, je veux dire, quand vous voyez que sur le plateau de télévision, moi, le dimanche soir des élections, les représentants du Rassemblement National, c'était qui? C'était Monsieur Chenu, Monsieur Odoul et Monsieur Tanguy. 3 homosexuels, même homosexualistes et tout ça. Et en plus, la façon dont ils parlent, leur gestuelle, c'est très marqué, surtout Tanguy. Hein. Bon, donc, qu'est-ce que vous voulez sauver la France avec ça, quoi, je veux dire. Quand on pense que le Front National, autrefois, avait un programme avec un volet familial relativement ambitieux, etc., où alors on est, quoi? On a un parti homosexualiste, abortif, philo-maçon. Alors là, j'ai été poursuivi. C'est parce que j'avais dit, pourtant je l'avais dit plusieurs fois, j'avais jamais été poursuivi jusque-là. J'avais dit que Marine Le Pen c'est la tenancière de la cage aux folles et que le Rassemblement National était devenu, je cite, un lupanar pédérastique. Expression d'ailleurs que j'ai reprise Henri de Lesquen, qu'il avait utilisée en 2015 et que j'avais trouvé particulièrement coruscante. Bon, et pertinente. Bon, voilà. Là, je suis poursuivi, probablement condamné pour ça. On peut plus rien dire. J'ai dit en plus, bon, bah, c'est aussi un peu une forme d'humour quand même. On peut rien dire dans notre pays. Quand on voit ce qu'elle en a fait, enfin, je veux dire, c'est hallucinant. On me dirait, actuellement, dans le gouvernement Attal, que certains appellent le gouvernement anal, bon, il y a beaucoup... Pascal Pro, oui. Oui, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'avertis, mais je pense que, au moins, ça changera pas si c'est un gouvernement Bardella, hein, parce que je pense qu'il y en aura aussi beaucoup, voilà. Ils reviennent pas en arrière sur le dit mariage homosexuel de 2013 aussi. Non, ça c'est sûr. Non, donc de toute façon, vous savez, je crois que ça changera pas grand-chose. Pourtant, un homosexuel revient souvent en arrière. Oui, c'est vrai, j'y pensais. Enfin, quoi qu'il en soit, ce n'est plus que le Front National qu'on a connu, c'est évident. Mais moi j'ai vu chez les fameux bobos, c'est une hypocrisie. Mais une hypocrisie, c'est les plus hypocrites. C'est eux les vrais les racistes. On le dit, ils sont racistes, mais ils veulent pas le dire. Parce que tant que nous sommes dans les cités, on ne demande rien et nous laisse les petits trafics de shit, tout ça, enfin pour le RSA, la misère, la paix sociale. Voilà, très bien. Mais dès qu'on commence à vouloir aller au canal Saint-Martin, leur fameux lieu, ils ont déjà été repoussés. Ils disent ici c'est un vivre ensemble. Et ben c'est vivre ensemble. Hop, on boit avec des coups, parce que là-bas c'est connu pour boire des coups. À partir de 23h, chacun fait la fête. Vas-y, je vais faire la fête chez moi, j'ai une soirée à part. Les Maghrébins et ceux qui sont d'origine africaine, ne venez pas. C'est seulement nous. Et c'est des bobos. Ils font du racialisme. J'ai rien compris. Voilà. Que le Front National, c'est des racistes, c'est pas vrai. Je vais mettre un bulletin Macron dans l'urne dimanche. Je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. D'abord, le procès en fascisme à l'égard de Nicolas Sarkozy est à la fois absurde et scandaleux. Je
suis profondément attaché à l'identité nationale et je crois même ressentir et savoir ce qu'elle est, en tout cas pour moi. L'identité nationale, c'est notre bien commun, c'est une langue, c'est une histoire, c'est une mémoire, ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est une culture, c'est-à-dire une littérature, des arts, les philosophies, et puis c'est une organisation politique avec ses principes et ses lois. Quand on vit en France, j'ajouterais à l'identité nationale que c'est aussi un art de vivre, peut-être que cette identité nationale. Oui. Et donc, cette identité, cette nation, je crois profondément que les nations existent et existent encore. Et en France, ce qui est frappant, c'est que nous sommes à la fois attachés à la multiplicité des expressions qui font notre nation et à la singularité de notre propre nation. Et donc, ce que je me dis, c'est que s'il y a aujourd'hui une crise de l'identité à travers notamment des institutions qui l'exprimaient, la représentaient. C'est peut-être parce qu'il y a une crise de la tradition, qu'il y a une crise de la transmission. Il faut que nous rappelions les éléments essentiels de notre identité nationale, parce que si nous doutons de notre identité nationale, nous aurons évidemment beaucoup plus de mal à intégrer. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Je vais vous donner les faits. Ce sont vraiment les faits. Il y a quelques jours, le Parlement juif européen a été inauguré à Bruxelles en toute discrétion. Une assemblée où seront débattus les sujets relatifs à la question juive en Europe. Les Juifs seront représentés par 120 parlementaires. Notez que ce Parlement se trouve dans le même bâtiment que le Parlement européen. Ce sont des Juifs français et européens qui ont élu ces représentants, mais aussi des Russes, des Slovènes, des Kazakhs et même des Juifs de San Marin et Gibraltar. En quoi les citoyens de pays non européens ont légitimité à élire un Parlement juif qui se prétend européen? Ces 120 députés du Parlement juif européen sont censés représenter 47 pays. Cela en fait donc 20 de trop, qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Je cite Javier Solana à ce sujet. La phrase a été prononcée mercredi 21 octobre 2009 à Jérusalem. Israël, permettez-moi de le dire, est un membre de l'Union européenne sans être membre de ses institutions. L'État juif, a-t-il souligné, est partie prenante à tous les programmes de l'Europe des 27, notamment dans les domaines de la recherche et de la technologie. Il poursuit. Aucun pays hors du continent n'a le type de relation qu'Israël entretient avec l'Union européenne. Un Parlement juif comptant 120 députés, si l'on se réfère aux écrits bibliques, cela fait 10 représentants par tribu. Mais ça n'a certainement rien à voir. Tout cela constitue une rupture avec la stratégie du passé qui misait sur l'action silencieuse et cloisonnée. Là, le lobby qui n'existe pas semble vouloir se débarrasser de sa cape d'invisibilité. Je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ce que j'ai à vous dire est très important pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La NSA enregistre tous les coups de fil, les emails, les textos sur la Terre, les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin, et ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas.
Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'armes. Alors réveillez-vous. Parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush, Cheney et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. Nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre. Mais à cause de leur pétrole, nous ne faisons rien contre eux. À la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Nous avons une crise constitutionnelle. Nous avons un État voyou, un État qui viole toutes les lois internationales, qui viole la Magna Carta, charte qui définit depuis 800 ans ce que nous appelons justice. Les prisons, justement. Les gens vont en prison pour 10 grammes de cocaïne. La moitié des prisonniers est enfermée pour détention de drogue et la très grande majorité est noire. Pourquoi cette situation absurde reste inchangée ? Pourquoi les pop stars, les célébrités, les courtiers, tous les gens pleins de fric qui se gavent de coke et d'exta à longueur de journée vont jamais en prison? Parce que quand vous êtes plein aux as, vous êtes au-dessus des lois. Regardez Lincoln, le film de Spielberg, et vous croirez que la guerre civile a eu lieu pour libérer les esclaves. Comme quoi le milliardaire Spielberg vous rend encore plus bête. Et ils feront en sorte de projeter le film dans les écoles, de le diffuser à la télé en boucle pour toujours. Mais la vérité, c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont décidé ainsi. Vous regardez la télé-réalité tous les jours pour tuer le temps et vous croyez que vous êtes à la page et d'autres coquilles vides sans la moindre opinion. L'apparence est sans importance, les marques sont sans importance, les drogues sont sans importance. Tout a été créé pour vous rendre idiot. La presse libre, la télé, les films hollywoodiens, l'école, l'université, la religion, tout ça c'est l'opium du peuple, comme dirait Karl Marx. Je vais vous ouvrir les yeux, vous réveiller, vous changer, avant que tu sois intéressé par le fric, par la télévision. Mais je crois aussi en l'ordre public et je crois en la Constitution. La Constitution est un mécanisme de contrôle pour les riches. L'ordre, c'est eux. Ils ont fait la Constitution pour protéger l'argent et les terres qu'ils ont volées. Les riches n'ont pas à craindre les lois et c'est partout dans le monde. Regarde les oligarques russes et les propriétaires allemands de l'industrie automobile, des chemins de fer, de l'industrie pharmaceutique. Ils ont tous utilisé le travail des esclaves sous Hitler. Pas vrai? Et les propriétaires de ces entreprises sont toujours les mêmes. La couronne britannique. Pas vrai. Et les nantis africains, eux, ils massacrent leur propre peuple. Ils empêchent leur pays de se développer. On lèche le cul des dirigeants arabes qui viennent avec leurs pétrodollars acheter des voitures de luxe à nos entreprises pendant que quotidiennement ils exécutent leurs prisonniers. Ils accordent aucun droit aux femmes, ils tuent les gays. Seulement ça, on s'en fout royalement parce qu'ils ont le pognon. Nos grands patrons ne sont que des gangsters en costume à rayures. Ils se foutent complètement du régime des lois. Ils ont mis en place le plus sophistiqué des systèmes de sécurité intérieure de l'histoire de l'humanité. Ils ont violé les plus basiques de nos droits constitutionnels et nos libertés civiles. Ils ont détourné les ministères du gouvernement en filiales de leurs propres entreprises. Ils se sont emparés du système de contrôle de l'information pour saturer les ondes de mensonges dont tu es un bon contributeur. Tous les présentateurs de journaux sont dans la poche de quelqu'un. J'ai pas raison? Que tuer des innocents est une solution. Je crois, oui. Franchement, est-ce que c'est pas la solution que l'Amérique utilise aux quatre coins du monde? Avec leurs drones. Qu'est-ce qu'ils envoient, les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste. On pille pas le tiers-monde, peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas, on connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle phone, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie. Pour retarder l'inéluctable, dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Avec des mots, on changera rien, c'est trop tard. N'y a-t-il pas une meilleure solution? Par exemple, fonder un parti. Enfin, convaincre.
Convaincre les gens de vous élire, faire la différence dans les... Me faire élire? Me faire élire dans quoi? Tu m'écoutes pas. Ça sert à quoi de se faire élire? Arrête de dire des conneries. C'est quoi la politique? Que tu sois démocrate ou que tu sois républicain, ça change strictement rien. Tous les gouverneurs, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont été achetés. On peut toujours voter et élire quelqu'un. Ça change rien. Ce sont les lobbyistes qui ont le pouvoir. Toutes les histoires ont deux versions différentes, chacun a son opinion. C'est ce qui donne à la démocratie tout son intérêt. Le fait que nous puissions tous exprimer notre opinion. Ouais. Aussi longtemps que l'expression de ces opinions ne change rien. Julian Assange, Hammond, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle, ça sert plus à rien de s'exprimer. Et vous ne pensez pas pouvoir changer cet état de fait? Je peux pas. Je crois que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Ils veulent leur paix sociale, ils vivent tranquilles. Entre nous, ensemble. Comme des frères. En fait, peu importe les origines, vu qu'on est français, défendre les intérêts des Français, c'est aussi dans notre intérêt. C'est des trucs tout simples à comprendre. Tout simple à comprendre. Entre nous, ensemble. Comme des frères.